Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sûr Saviopod, un podcast qui discute de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu vidéo et on va retourner assez rapidement dans le cadre de la science-fiction puisqu'il s'agit d'un FPS, d'un jeu, j'ai envie de parler d'un jeu d'action-aventure mais c'est pas tout à fait ça, c'est plus un RPG, jeu de rôle, jeu d'action en vue subjective, donc un FPS où effectivement vous avez quand même de l'action, où effectivement votre personnage, vous allez devoir le faire évoluer pour progresser dans le jeu, mais vous avez en tout cas ces phases d'action, quoi. Et il y a quand même aussi beaucoup de réflexions à avoir, enfin beaucoup, en tout cas suffisamment pour passer en fait d'une activité à une autre, pour être suffisamment, on va dire, stimulé. Alors ce jeu, c'est un titre qui a été emprunté, hélas, parce que c'était une licence, une propriété intellectuelle qui était à la disposition du producteur-éditeur du jeu en question. Alors ce jeu s'appelle Prey, une proie. Prey. Et ce jeu est sorti en 2017-2018. Il a été développé et produit par Arkane Studio, plus précisément le studio qui a été monté pour l'occasion au Texas. Et donc ce jeu, comme je le disais, est sorti. Alors c'est pas la première incarnation de ce jeu, voilà, ça je tenais à l'indiquer, puisque la première incarnation de ce jeu, c'est un jeu qui est sorti en 2006. Et dans ce jeu en 2006, vous jouez un Indien d'Amérique dont je ne sais pas la tribu, je ne me souviens pas, si c'est Apache, Cheyenne ou une autre tribu, je ne pourrais pas vous dire, je ne me rappelle plus, je pense que c'était spécifié. Et dans ce jeu, en 2006, vous êtes à la recherche de votre petit ami qui est enlevé par des aliens. Voilà, donc c'était bien sûr le prétexte pour utiliser toutes les armes que vous pouvez récupérer après avoir éradiqué les ennemis qui vous font face. Donc c'était la justification d'un FPS. Vous allez m'excuser pour la voix, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait l'enregistrement avant, ou un peu plus rapidement, c'est que j'ai la tête prise, j'ai la voix qui n'était pas en état, j'arrêtais pas d'éternuer, je vais vous passer les détails organiques, vous aurez compris dans quel état j'étais durant la semaine précédente. Donc ça fait juste 1 ou 2 jours que j'arrive à discuter et parler correctement. Bref, j'ai encore le nez encore pris, mais je suis capable de discuter. Donc c'était un FPS de base classique avec un prétexte classique, vous savez, la demoiselle en détresse, etc. Et donc bon, ça c'était le FPS en 2006. Donc je me rappelle avoir joué à ce jeu, mais il était vraiment très oubliable d'ailleurs, contrairement au remake qui date de 2007. Alors, sachant que c'est Arkane Studio, donc déjà, moi, forcément, à ce moment-là, je me dis, ouh, ça risque d'être intéressant. Et c'est le moins qu'on puisse dire, ce jeu est juste, c'est juste le panier au-dessus, quoi, hein, je veux dire, en termes de... Et puis, ça fait partie de cette catégorie que j'appelle les FPS intelligents, c'est-à-dire, vous êtes en vue subjective, mais vous avez une expérience de jeu, des expériences même, on va dire presque, même non, pas presque, carrément émotionnelles. Alors même si les émotions sont des émotions un peu primitives, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de la surprise, la peur, donc le fait d'être en mesure de gérer aussi ces émotions-là quand elles vous sont, comment dire, provoquées par ce qui se passe à l'écran. Donc c'est une capacité en fait à manager ces aspects-là qui vous permet aussi de progresser. Donc ça aussi c'était intéressant. Donc le remake donc, qui est sorti en 2017 de Prey n'a finalement rien en commun avec son prédécesseur, si ce n'est le titre qui était à disposition et qu'il a donc fallu utiliser. À ce titre, et je vais le dire très rapidement, mais je pense que c'est important parce que ce sont des choses qui m'ont inspiré aussi, je conseillerais, si vous êtes intéressé par la genèse de ce jeu, de regarder un making-of sur YouTube, sur la chaîne NoClip, qui est une chaîne qui est spécialisée sur les making-of de jeux et qui a fait un très très bon travail là-dessus. Vous avez des interviews
des développeurs, peut-être pas de l'ensemble de l'équipe, mais en tout cas une bonne partie, qui vous explique en quoi, pourquoi, de quelle manière ça a été compliqué, qu'est-ce qu'ils sont arrivés à développer, qu'est-ce qui leur a posé des soucis, etc. Enfin, j'ai trouvé en tout cas les entretiens et les making-of de nos clips en règle générale, je les trouve très intéressants. Alors, comme je le disais, c'était dans un nouveau studio d'Arkane, donc qui a été mis en place au Texas et qui fut monté pour l'occasion et qui hélas a été fermé en effet il y a environ un an de cela, pour des raisons d'ailleurs qui sont totalement indépendantes, faut le signaler, de la qualité de ce qu'ils ont produit jusqu'à présent. Je sais pas si Prey s'est très bien vendu ou pas, je pense pas nécessairement, et je pense en tout cas que ça a été pire pour l'un des jeux qu'ils ont développé et qui a été développé d'ailleurs à la demande de la société qui les a rachetés. Arkane Studio, même si c'est des studios au pluriel, sont une filiale ou n'étaient qu'une filiale de Bethesda. Bethesda qui maintenant appartient à Microsoft, il faut se le rappeler. Important de refaire la genèse de ces éléments. Je crois qu'un jeu a été demandé par Microsoft, le jeu n'a pas marché, ils ont viré l'équipe comme ils le font depuis quelque temps dans toute l'industrie, même si le jeu que vous faites a du succès, ce qui est complètement dingue par rapport à, on va dire, aux périodes précédentes, ces 10, 15, voire 25 dernières années. Quand vous aviez une équipe capable, il était important de faire en sorte de pouvoir la garder pour qu'ils puissent continuer à faire des jeux, quoi. C'était la moindre des choses. L'univers de ce jeu prend place dans un cadre science-fictionnel pur. Nous nous trouvons dans une vaste station orbitale dans laquelle des opérations de recherche et développement sont effectuées. Donc déjà, rien qu'à entendre ça, vous devez vous imaginer que, d'autant plus que c'est de la science-fiction, donc on est dans un environnement plutôt high-tech, avec des laboratoires, avec un tas d'équipements, etc., etc. C'est une entreprise privée qui est propriétaire des lieux, la société Transstar. Alors cette société se donne l'opportunité de faire des recherches expérimentales sur des êtres humains. D'ailleurs, apparemment, même les dirigeants servent de cobayes dans ces expériences. Donc on est là aussi dans le mythe de l'homme augmenté avec des implants qui permettent d'améliorer performances cognitives, musculaires, nerveuses, psychologiques, émotionnelles. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans les prémices, c'est-à-dire qu'on est dans une station orbitale, enfin qui n'est pas trop loin de la Terre, donc qui est en orbite soit autour de la Terre, soit autour de la Lune, je sais plus. Enfin, c'est pas le plus important. De toute façon, on voit la Terre dans certains endroits, donc bon, de toute façon, on n'est pas trop loin. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ce sont des recherches, de la recherche et développement qui est effectuée, et ce, dans un environnement très spécifique, c'est-à-dire qui est éloigné de la Terre, donc c'est un environnement qui leur permet de faire des recherches qui sont un peu hors cadre, voire pas du tout dans un cadre légal. De toute façon, ils sont pas sur la Terre, donc ils peuvent se permettre ce qu'ils veulent faire, et en plus, ils sont propriétaires des lieux. Donc personne, vous voyez la logique derrière, c'est pas dit directement, mais personne ne peut les empêcher finalement de faire ce qu'ils ont envie de faire du moment qu'ils se trouvent dans l'espace. Intéressant à noter, intéressant à voir que dans un jeu, même si c'est pas dit directement, vous pouvez en effet en tirer un certain nombre de conclusions, notamment sur le fait de privatiser l'espace et de ce que cela pourrait supposer. Mais c'est aussi un autre sujet, quoique finalement ça en fait un peu partie. Alors comme je le disais, on est là dans le mythe de l'homme augmenté, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en option, vous avez des amputations. Alors pas des amputations nécessairement physiques, on va dire plutôt des amputations, enfin c'est pas le bon terme, mais on peut vous effacer de manière très sélective des pans de votre mémoire. Des pans de mémoire significatifs qui font d'ailleurs partie, et ça fait d'ailleurs bien partie de la narration dans ce jeu Prey, lorsque l'on démarre le jeu, où on ne se souvient absolument pas de ce qui s'est produit avant le début, alors qu'il est évident que des tas d'événements se sont produits. C'est donc un processus amnésique volontaire, c'est-à-dire que vous êtes un cobaye volontaire, vous avez volontairement décidé que l'on puisse vous effacer la mémoire, soit de manière totale, soit de manière... Enfin, si c'était total, vous sauriez même plus marcher, ni même plus parler. Mais en tout cas, on est capable, à ce moment-là, en tout cas dans l'univers de ce jeu, capable et sur cette station orbitale, de supprimer certains pans
certains moments, alors c'est peut-être certainement la mémoire à court terme d'ailleurs, pour éviter que vous ne répétiez à l'identique ou que vous fassiez des choses justement qui soient hors du cadre des expériences de laboratoire qui sont effectuées. Donc le cadre initial peut paraître assez compliqué, et c'est pas faux. C'est assez, enfin c'est pas complexe, je veux dire, pour quiconque a lu de la science-fiction, je veux dire, c'est relativement simple à comprendre. Mais il y a des aspects très rudimentaires finalement et très primitifs, c'est que vous êtes dans une station orbitale. Et de son bon fonctionnement dépend votre survie. Donc là, de suite, on comprend très très vite que votre environnement est un élément de survie. Et hélas pour vous, ça peut être aussi un élément perturbateur à votre survie. Puisque s'il y a un certain nombre de pannes de cet environnement, il vous faudra y faire face afin de pouvoir y pallier et de pouvoir survivre. Hélas pour vous, il y a un élément perturbateur dans cette station orbitale. Et cet élément perturbateur va entraîner un certain nombre de pannes auxquelles il vous faudra faire face. Et cet élément perturbateur, comme par hasard, est une forme d'entité extraterrestre qui se trouve dans l'espace. Une forme virale qui peut infecter les êtres vivants, tout comme les systèmes mécaniques et informatiques, afin de se multiplier à son tour. Alors justement, cet élément perturbateur, ces antagonistes, parce que quoi qu'on puisse dire, ce sont vos adversaires, ils sont appelés des mimiques. Alors pourquoi ? C'est très simple, hein. Je veux dire, le mot résume tout, d'une certaine manière. Quoique moi je pourrais dire, je dirais métamorphe, je préfère, mais c'est bon, chacun voit midi à sa porte. Et puis le terme est court, précis, il indique très clairement ce que ces antagonistes sont capables de faire. Et justement, donc ils sont capables de prendre, de se camoufler sous la forme d'objets simples disséminés dans l'environnement. Ils peuvent ainsi assimiler des processus plus complexes, que ce soit des processus organiques et ou électromagnétiques. Et si vous êtes un être humain, que vous avez une combinaison complexe sur vous, ils vont infecter l'ensemble de ces processus. Donc il est évident que lorsque vous voyez ces espèces de crabes noirs qui se déforment à loisir, vous pensez à deux choses. C'est clair, d'abord Alien pour le facehugger, puis de suite dans le domaine vidéoludique, en effet, aux crabes sauteurs de Half-Life 1 et 2 qui n'ont de cesse de vouloir s'attacher à votre tête, quitte à se prendre un coup de pied de biche définitif. Donc les mimics sont tout de même un chouïa plus agressifs, ils sont aussi plus flippants parce qu'ils apparaissent n'importe quand. Lorsque vous démarrez ce jeu pour la première fois, vous allez vous faire en effet quelques frayeurs. Alors, il faut vraiment le dire. Au départ, vous le savez, vous vous trouvez dans une station orbitale qui est, vous vous réveillez, vous êtes dans un appartement, je vais pas sortir l'ensemble des éléments, mais vous vous rendez compte très vite qu'il y a des tas de choses qui fonctionnent pas, et donc il va falloir, et vous allez effectivement assez rapidement rencontrer un de ses adversaires. Et comme c'est quelque chose d'assez surprenant, en effet, vous n'êtes pas nécessairement totalement armé au départ, donc la première des choses que vous faites, c'est de suite trouver de quoi pallier à ça, c'est-à-dire ne pas avoir à toucher ces créatures et pouvoir leur donner un certain nombre de coups, que ce soit des coups avec un pied de biche ou l'équivalent, ou que ce soit avec un autre objet, ou que ce soit avec une arme à feu. Enfin bref, petit à petit, en fait, votre panoplie va pouvoir s'étoffer, mais au départ, vous êtes presque nu en face de ça. Et ça, je pense que le setting de départ, en effet, est très très intéressant parce que vous n'avez pas beaucoup de manières finalement de vous débarrasser de ces créatures, si ce n'est essayer de les éviter, autant que faire se peut, autant que possible, et de trouver votre route vers des endroits qui sont plus sains pour vous, quoi. Mais ouais, la frayeur est quand même, c'est assez sympathique dans ce cadre-là parce que vous ne savez que trop rarement où l'adversaire se trouve et surtout de quelle manière ils vont vous tomber dessus. Alors bien sûr, si ce n'était le seul danger qui serait de nature à vous inquiéter, tout irait bien, mais hélas pour vous, non. Enfin, hélas pour tous les joueurs d'ailleurs qui essayent ce jeu, il existe des spécimens qui sont bien plus dangereux. Des hybrides de toutes sortes qui ont fusionné soit avec des machines pour certaines d'entre elles et avec des êtres humains pour d'autres, et bien sûr, évidemment, c'est forcément pire. Parce que si vous êtes en mesure de vous en débarrasser, vous éliminez en même temps un être humain infecté qui, lui ou elle, n'a rien demandé. Alors c'est aussi là le sel de l'histoire. Vous faites une sorte de nettoyage par le vide dans une station spatiale peuplée essentiellement de rats de laboratoire. En fait, on peut prendre même cette station spatiale comme une
une expérience de laboratoire en elle-même. Le laboratoire est relativement vaste, il est un petit peu en panne, il pourrait éventuellement imploser si vous faites les réparations nécessaires. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de choses et de systèmes à maintenir pour que vous puissiez vous déplacer à l'intérieur de cette station. Mais en effet, nous sommes dans un centre d'expérimentation décentré de la Terre, en orbite quelque part, car il est par nature un projet dangereux que Transstar, la société mère, préfère garder silencieux. Dans l'espace, personne ne vous entend crier, pour paraphraser une tagline bien connue d'un film bien étrange. Clairement source d'inspiration ici. D'ailleurs, c'est pas le seul. Je pense que The Thing est aussi une inspiration avec le fait que vous ayez des créatures qui soient dont la morphologie est plus que douteuse et plus que difficile à comprendre. L'impression de départ, en tout cas, est plus que favorable pour ma part. En effet, tout d'abord, ce que j'aime dans cette version développée par Arkane Studio, Texas, c'est que c'est un jeu qui ne vous prend pas pour un imbécile. Au contraire, c'est un jeu qui vous donne quelques outils et qui vous dit, sans le dire, allez-y, expérimentez, c'est là que se trouve le fun. Vos différents objectifs sont tous plus ou moins semblables. Certaines zones de la station, alors c'est peut-être d'ailleurs le seul élément de communalité, enfin vous êtes dans une station spatiale où on vous donne quelques outils et on vous dit démerdez-vous, débrouillez-vous. Ce qui ne veut pas dire que vous allez toujours vous débrouiller de la même manière, c'est-à-dire que vous allez répéter ad nauseam la même méthode pour vous sortir, pour vous soit de vous débarrasser d'un alien, soit réparer des choses, soit trouver des informations nécessaires. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez un ensemble d'outils et certaines zones de la station orbitale sont dans l'ombre ou ne fonctionnent plus. C'est donc à vous de jouer, débrouillez-vous pour tout débloquer, buter les monstres, assainir le plancher, chose plutôt ardue étant donné que vous fonctionnez avec des ressources limitées. C'est néanmoins un jeu de rôle en vue subjective, donc progressivement vous allez débloquer un certain nombre d'aptitudes qui vous aideront dans votre parcours. Vous pourrez même acquérir, fusionner avec des capacités aliens, entre guillemets, échantillonnées pour des êtres humains, à vos risques et périls. Moi personnellement, j'ai préféré éviter de jouer les apprentis sorciers. Je n'ai utilisé pour l'instant que des implants 100% garantie humain. Encore une fois, on est dans un jeu vidéo, c'est de la fiction. J'aurais beaucoup de choses à dire sur les implants, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts concernant ce sujet. Vous avez Revelation Space, donc d'Alastair Reynolds, qui est un véritable traité de l'utilisation politique des implants et pourquoi l'utilisation d'implants intégrés à l'intérieur d'un être humain, c'est quelque chose qui est de nature politique. Je l'expliquerai en long, en large, en travers quand je parlerai de la collection de livres Revelation Space, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Là, on est dans le cadre où vous avez une société qui se permet de faire joujou avec des êtres humains, qui se permet de faire joujou avec des technologies, et qui s'en lave un peu les mains, quoi. Du moment qu'il y a certains résultats qui en sortent, du moment qu'ils font des découvertes, s'il y a des morts, s'il n'y en a pas, ils s'en foutent. Ça, voilà, ça n'a aucun intérêt. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir ce parti pris, comment dire, qui est très critique de l'aspect corporate au passage, sachant que le studio a été malheureusement décimé par la suite. Alors pas à la suite de ce jeu, mais à la suite de notre jeu qui leur a été commandé, qu'ils ont fait, mais qui n'a pas marché, donc on leur a dit au revoir. Quand vous avez des gens capables de faire ce genre de choses, avec autant de qualité, c'est forcément un peu dommage. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc moi, comme je disais, je n'ai utilisé que des implants 100% garantie humain. Mais le choix vous est donné. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que vous avez le choix d'outrepasser votre propre programmation. Alors, à noter que graphiquement, c'est une agréable surprise. C'est très joli. Vraiment surpris pour la qualité du CryEngine de Crytek, de Crytek. Si vous suivez ce genre de choses, avez plutôt démontré une appétence certaine pour faire du rendu temps réel d'environnement fait de végétation, fait de végétaux. Pour ceux qui ne le savent pas, Crytek avait, quand le CryEngine est sorti, enfin, peut-être pas le... Si, la première version pour Crysis, le jeu, enfin, c'était la jungle, quoi. Ils ont été capables de modéliser. Alors, ça mettait les machines totalement en vrac à l'époque. Enfin, il fallait vraiment dégrader les performances des machines, les performances du jeu, pardon,
pour faire tourner le jeu sur certaines machines de l'époque en 2007. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, on est dans un environnement qui est totalement différent. C'est-à-dire, c'est pas de la végétation, c'est pas de la jungle, c'est pas de l'herbe partout, c'est pas de la caillasse partout, c'est pas des plages de sable fin avec de l'eau qui roule, etc. Non, non, en fait, c'est pas du tout ce qu'il y avait dans Crysis là. Alors, on se trouve en plus, je crois que c'est la version 3 du CryEngine. Ici, c'est exactement l'inverse. Rien de naturel, station spatiale oblige, tout a été créé par l'homme ou par des machines sous ordre. C'est un environnement fabriqué pour la sécurité et le confort entre guillemets d'être humain. Un élément perturbateur certain alien vient chambouler tout cela, en effet, mais pour revenir aux aspects graphiques, c'est un festival en effet, et notamment l'éclairage dynamique. Je crois que c'est ce que j'ai remarqué immédiatement et qui est peut-être, enfin pas le plus sympathique, mais qui est très qui se fait remarquer, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense qu'une attention particulière a été portée là-dessus. C'est-à-dire comme vous êtes en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire que les rayons du Soleil viennent frapper la station spatiale, et comme vous avez des parois qui sont vitrées, donc vous avez les ombres qui se dessinent en temps réel sur les parois, que ce soit le sol, que ce soit les murs, que ce soit les éléments de décoration qui se trouvent dans la station spatiale pour, vous savez, enfin, favoriser une envie de rester dans la station sans avoir envie de se défenestrer éventuellement pour cause de mal-être et de dépression éventuellement. Là, non, 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 vous êtes vraiment dans quelque chose qui est fabuleusement joli, quoi. Enfin, tout est très technologique et tout est très... donc ce sont des parois classiques, des murs, du sol, des ascenseurs, ce genre de choses. Mais au-delà de ça, vous avez quand même quelques petites trouvailles esthétiques, d'architecture, et le fait que le soleil vienne frapper les parois de la station orbitale et viennent frapper des parois vitrées, donc qui sont forcément extrêmement épaisses, mais qui permettent néanmoins de faire rentrer le soleil. Tiens, j'y avais pas pensé d'ailleurs, en effet, c'est que ça c'est délicat, parce que les rayons du soleil sont plus ou moins filtrés par, en effet, les différentes couches atmosphériques. Si vous avez le soleil qui rentre directement dans une station spatiale sans qu'il y ait un champ électromagnétique ou ce genre de choses, en effet, vous risquez de prendre beaucoup de radioactivité. J'y avais pas pensé sur le coup, mais là, en effet, ça m'y fait penser. Néanmoins, d'un point de vue je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'à justifier ces aspects-là. Si je suis dans l'erreur, eh ben, il faudra me l'indiquer, j'ai pas de souci avec ça. Ce sera même avec plaisir. Mais en effet, on se retrouve dans un environnement qui est super joli, enfin qui est très joli à voir, de prime abord comme ça. C'est-à-dire on n'est pas dans la station quand on commence à naviguer à l'intérieur, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui se sont passées, tout n'est pas chamboulé partout, mais on se rend compte quand même qu'il y a un certain standing qui a été mis en place. Donc avec des matériaux qui sont sympathiques à voir, etc. Donc la station tourne bien évidemment sur elle-même pour générer de la gravité, et donc comme je disais, par conséquent, les rayons du soleil apparaissent et disparaissent à intervalles réguliers pour raccourcir ou étendre les ombres du sol au plafond, laisser la place à la lumière ou l'étouffer pendant quelque temps, suffisamment en tout cas pour qu'une rotation s'effectue à nouveau. La chose la plus étrange pour cette station, c'est que ce n'est pas un cylindre, mais bien un ensemble de volumes basés sur des cubes. On pourrait dire des caisses. D'énormes caissons de la taille de gratte-ciel. Ici des gratte-espaces, tous plus ou moins centrés pour former un tout homogène, mais qui ne ressemble pas à ce qu'on imagine être le volume d'une station orbitale. C'est que l'équipe de dev n'a pas eu le choix. Le CryEngine, malgré son apparente flexibilité, ne pouvait modéliser l'ensemble des paramètres du jeu qu'à partir de définitions volumiques relativement simples, donc à savoir à partir de cubes ou d'équivalences de choses relativement cubiques. C'est-à-dire comme premier type de volume associé soit quelque chose de circulaire, soit quelque chose de cylindrique, posait manifestement beaucoup de problèmes au moteur de jeu afin que les choses aient l'air satisfaisantes, en tout cas d'un point de vue de joueur.
donc il faut le noter. C'est bien sûr quelque chose qui peut se comprendre. Cela veut aussi dire qu'au futur, proche ou moins proche en effet, il faudra pallier à ce genre de défaut, notamment en découpant un long cylindre en sections gérables par un moteur de jeu. Enfin, ça, c'est un aparté qui me vient en tête, c'est que, à minima, si vous devez faire un jeu qui se passe sur une station orbitale, il faut que la gravité ait l'air d'être générée de manière naturelle par la rotation donc, d'un cylindre autour de lui-même ou d'un volume circulaire qui tourne autour de lui-même pour avoir une station spatiale de type qui forme un anneau, quoi. Maintenant, pour l'instant, ça a l'air d'être compliqué parce que les moteurs de jeu sont habitués à gérer un certain type de volume plutôt que d'autres, enfin sont habitués dès le départ. C'est-à-dire que les notions d'intérieur et d'extérieur sont gérées en fonction de volumes qui sont des unités, plus ou moins des volumes qui sont des unités de cubes. Donc vous pouvez allonger ces unités en les associant les unes aux autres, mais dès lors que vous mettez un décalage angulaire pour essayer de faire des surfaces qui sont plus arrondies, ça devient compliqué. Alors je sais que c'est un peu technique et vous m'en excusez, enfin c'est pas tant que je vais y rentrer dans ces aspects-là. D'abord, je suis pas la personne la plus au fait de ces choses-là, mais je comprends en fait certains éléments de ces problématiques-là. Et je pense que j'espère que c'est quelque chose qui pourrait être modifié dans un futur proche, en fait, pour que justement on puisse simuler dans un jeu vidéo l'intérieur et l'extérieur d'une station spatiale dans laquelle on est susceptible d'avoir beaucoup de monde. Alors, revenons aux antagonistes, les mimiques, parce qu'il y en a de plusieurs types, il y en a de plus grands d'ailleurs, et puis il y en a de beaucoup plus grands, qui sont capables de vous faire des tours justement autour de vous et de développer leurs tentacules de manière à vous choper et à vous mettre par terre, et ce de manière définitive. Mais il y a une autre catégorie qui s'invite, en effet, et ça c'est important de le savoir, ce sont les fantômes. Fantômes qui sont des êtres humains infectés par cette forme d'ectoplasme viral alien, tout de noir vêtu, et qui déambule à la recherche d'autres personnes à infecter, donc pour se reproduire finalement. Pour ne rien vous cacher, la peur que vous éprouvez au tout début du jeu avec les mimiques s'en trouvent renforcées. Avec les fantômes qui se déplacent sur deux jambes, tout comme les êtres humains dont ils ont emprunté le corps, évidemment, ce qui les rend bien plus menaçants, en effet, au-delà du facteur surprise des mimiques, d'autant plus qu'ils détiennent des pouvoirs grâce aux neuromods qu'ils ont installés dans leur pauvre caboche. Je reviendrai sur cet aspect un peu plus tard, sur le côté rôlesque. Il faut tout de même ajouter à nouveau que les premières rencontres sont vraiment, mais ça c'est clair, vraiment bien flippantes. Tout simplement, et d'autant plus parce qu'elles sont hostiles, quoi. C'est-à-dire que vous voyez un de ces espèces de cafards sur deux pattes avec deux jambes et deux bras, qui a des yeux brillants et qui est tout de noir vêtu, et vous voyez ça dans un couloir et dans une pièce, et au bout, et vous êtes dans un couloir, et au bout, dans une pièce, vous voyez un truc comme ça qui se déplace. Les premières fois que vous voyez ces créatures-là, c'est super flippant. Non mais c'est bon, c'est bien entendu ce qui est recherché, c'est bien entendu ce que nous aussi en tant que joueurs on recherche à être un peu flippés, et ça marche très très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien entendu, il faut bien s'en douter, on finit par s'habituer, ce n'est qu'un jeu, pas la réalité. Mais le mélange clair de qualité graphique et de formes sombres presque indiscernables fait son petit effet au départ, c'est certain. Et d'ailleurs, cela trouve son apogée dans la version cauchemar. Alors vous avez les mimiques, vous avez les fantômes qui sont de différents types. Ils peuvent tous avoir plus ou moins des pouvoirs différents en fonction des personnes qu'ils ont infectées, donc c'est tout le problème. Mais vous avez la version cauchemar. Alors la version cauchemar, c'est-à-dire un fantôme qui est toujours aussi sombre, bien sûr, mais qui fait la taille de 2 étages et qui est à votre poursuite pendant un laps de temps chronométré. Et là, en effet, je dois dire bravo à Feu Arcane, à nouveau, quelle claque. Utiliser un archétype humain, le monstre, la bête diffuse et informe, qui se cache dans nos cauchemars les plus terrifiants, et l'appeler cauchemar justement. Bien plus subtil qu'il n'y paraît, et il faut le dire à nouveau, c'est très très efficace.
au moins pour les premières fois, mais pas que ça a toujours son petit effet. Alors pourquoi je dis que c'est un archétype humain, et pourquoi je dis que je m'y suis habitué, c'est simple, c'est que la personne que je suis, ça a un effet pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, l'effet s'estompe. Et que j'analyse mes propres rêves et cauchemars depuis une vingtaine d'années environ, les monstres qui s'y trouvent ne me font plus peur. Je les invite à s'exprimer pour mieux les comprendre. Quelqu'un d'autre, cela est peut-être très flippant. Par contre, pour moi, c'était très très intéressant. Et là où quand je dis ça, ce à quoi je veux en venir, c'est que, enfin, je ne veux pas me permettre d'indiquer ce qui s'est passé dans les réunions où ils ont commencé à parler du game design. C'est juste une hypothèse de ma part, mais je pense qu'une partie de l'équipe, en tout cas au niveau du game design, a décidé de partager entre eux, c'est-à-dire de discuter entre eux et de partager entre eux qu'est-ce qui les faisait les plus flipper dans leurs propres songes, dans leurs propres rêves et dans leurs propres cauchemars. C'est-à-dire ils ont dû faire une réunion à plusieurs reprises d'ailleurs en se disant qu'est-ce qui vous fait le plus. C'est qu'une hypothèse, hein. Je ne sais absolument pas si ça s'est passé comme ça, je ne sais absolument pas si ça vient juste d'une personne, je ne peux pas dire, je ne saurais dire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la communalité, finalement, dans cette recherche d'un archétype d'ennemi qui ferait peur à tout le monde. C'est-à-dire que la forme, alors bien sûr la forme noire, elle existe dans X-Files, elle existe dans des tas d'autres choses. J'ai moi-même écrit aussi un script avec un certain nombre d'éléments de ce style, de ce type, qui se passe dans l'espace aussi également, et qui est très proche au passage de ce qui a été fait dans ce jeu. C'est plus dans un vaisseau spatial militaire plutôt que dans des vaisseaux spatiaux, pardon, militaires plutôt que dans une station spatiale en orbite autour de la planète Terre. Mais il y a plusieurs modalités éventuellement de cet aspect-là, c'est-à-dire la menace indicible, la chose sur laquelle il est difficile de mettre la main, mais qui peut éventuellement mettre la main sur vous. On a tous fait des cauchemars de ce type où vous aviez un monstre qui vous poursuit à un moment donné et qui essaye de vous attraper. Alors, ces rêves-là, je les ai faits il y a pas mal de temps maintenant, hein, on va dire, il y a plus de 20 ans. Je fais plus apparemment, je fais plus des cauchemars comme ça, à titre personnel en tout cas, parce que comme je suis habitué à essayer de décortiquer tout ça, je veux dire, la communication se fait plus facilement en fait. C'est-à-dire que de ma part en tout cas, et je parle juste à titre personnel, ce sont pas des cauchemars que je fais, c'est plus des choses qui sont de l'ordre de la compréhension de mon inconscient. Et donc, s'il y a des messages qui me sont passés, j'essaye de comprendre les messages en question. Et donc, comme je fais ce travail-là depuis longtemps, j'ai pas nécessairement de choses choquantes qui m'arrivent dans la tête, si je peux m'exprimer ainsi sur ces sujets-là. Et il m'arrive de faire des rêves complètement barrés, hein. C'est pas la question. Tout le monde fait des rêves complètement barrés. Il y a des gens qui s'en souviennent, il y a des gens qui s'en souviennent pas. Mais ce que je trouve génial dans ce jeu, c'est la communication, c'est l'hypothèse que je fais en tout cas, et je pense qu'elle est possible, que un certain nombre de gens ont partagé qu'est-ce qui les faisait flipper dans leur inconscient et ont décidé de mettre ça dans le jeu. Ça, je trouve ça excellent. Je pense que c'est d'ailleurs un aspect qui a été rebutant éventuellement pour un certain nombre de personnes. Parce qu'au départ, c'est vraiment flippant, hein. Au départ, faut vraiment dire les choses. Les premières fois où j'ai joué, donc j'ai toujours le jeu d'installer, j'ai pas mal d'heures au compteur concernant ce jeu, mais la première fois où j'y ai joué, c'était il y a plus d'un an. Le truc, c'est que bon, j'y ai pas joué. Et parce ça aussi, c'est un des facteurs, je pense, problématiques de l'industrie, c'est que vous avez un certain nombre d'heures qui sont contenues dans un jeu vidéo, donc 40, 50, 60 heures. Il y a au moins 10 000 jeux qui sortent par an, si ce n'est plus. Donc si vous multipliez le nombre d'heures par jeu, le nombre d'heures par le nombre de jeux, vous vous rendez compte très rapidement que ça devient impossible de jouer à beaucoup de choses. Ça, c'est une évidence et qu'il faut faire un choix. C'était vrai il y a 25 ans ou il y a 30 ans et c'est toujours vrai maintenant. Mais là, ça devient impossible. C'est-à-dire qu'on a des librairies qui sont... je pense que c'est un des phénomènes, un des
des éléments qui fait qu'il y a un crash de l'industrie à l'heure actuelle, c'est qu'il y a trop d'offres, mais et que c'est pas une question du nombre de personnes en fait qui achètent, c'est plutôt une question du temps qui est à disposition de chacun d'entre nous, chacun ou chacune d'entre nous, pour jouer à l'ensemble de l'offre qui est à disposition. Je veux dire, il est nécessaire maintenant, enfin je pense pas que de toute façon on va se retrouver dans une économie, dans l'industrie du jeu vidéo où il va y avoir nécessairement moins de jeux parce que vous avez des indépendants qui vont vouloir sortir leurs jeux. Mais là, il est très très clair qu'on se trouve avec une offre qui est trop importante par individu et que la différenciation n'est pas nécessairement aussi importante qu'elle l'était il y a 25-30 ans. Je veux dire, je me rappelle, fin des années début des années 90, milieu des années 90, vous aviez aussi beaucoup de choix, alors peut-être un peu moins, hein, mais l'offre était très différenciée, c'est-à-dire que vous aviez des jeux, vous aviez des concepts de jeux, qu'ils soient bancals, qu'ils soient pas bancals, c'est pas la question, mais vous aviez une offre incroyable, une créativité incroyable. Là, on se retrouve avec des budgets, et hélas, ce jeu Prey en fait partie. Vous avez des budgets qui sont extrêmement importants. Vous avez un jeu qui se conforme à certaines parties de ce qu'on appelle le jeu de rôle action, en effet. Alors, ce qui fait l'avantage de ce jeu, c'est il est pas original nécessairement dans sa forme. Il est par contre extrêmement bien exécuté et il y a énormément d'intérêt à jouer un jeu comme ça, dans le sens où les activités que vous avez à effectuer dans le jeu sont pas idiotes. C'est-à-dire que vous devez remettre en marche un moteur nucléaire. Alors, encore une fois, on est dans un jeu, mais vous devez faire en sorte, alors que vous avez des aliens un peu partout qui ont infecté votre équipe de scientifiques, ok, vous devez remettre plus ou moins la base en état pour continuer à pouvoir y survivre, tout en évitant les bestioles qui essayent de vous choper. Donc ça demande parfois vous avez des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, donc il faut comprendre que pour aller à l'étage X, qui se trouve 4 ou 5 étages plus haut, il va falloir remettre les choses en place. Mais pour remettre l'ascenseur en place, il faut que le générateur, ou il faut que tout ce qui est électrique soit fonctionnel. Donc il faut que vous remettiez ça en place. Donc il y a un côté technique, mécaniste qui est super intéressant parce que ça vous oblige à réfléchir et à vous dire, avant de pouvoir réparer ça, il faut que je répare telle autre chose et telle autre chose. Donc les notions en cascade de cause-conséquence, cause-conséquence, en fait, vous devez trouver les solutions petit à petit. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que vous n'avez pas cet énorme objectif de départ, c'est vous devez casser la tronche au boss. Non, là, il ne s'agit pas de ça. Vous êtes dans un environnement qui était séduisant au départ et qui est devenu hostile. Vous avez des gens qui sont infectés et qui, de toute façon, sont irrémédiablement perdus pour la cause de la recherche et développement. Et vous devez, en effet, à titre personnel, essayer de survivre. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est faire des petits pas. Je veux dire, est-ce que vous pouvez marcher 10 mètres sans vous faire choper par une créature? Est-ce que vous pouvez trouver un endroit où vous planquer? Est-ce que vous pouvez passer par un passage qui n'était pas connu, passer par le dessus, passer par le dessous? Enfin, tout est question de ça. Et là, je dois dire chapeau à toute l'équipe au niveau game design et level design, c'est pareil, c'est que c'est extraordinairement bien étudié. Je veux dire que ce soit Dishonored ou que ce soit ce jeu Prey, ce sont des cas d'école de game design et de level design qui sont, je le dis une fois de plus, au cas où ça ne soit pas rentré dans les têtes, vous m'excuserez, mais ce sont des éléments qui font appel à l'intelligence du joueur. Et dans ce sens-là, ça vaut vraiment la peine d'y jouer, puisque en effet on vous prend pas pour des imbéciles. On vous dit pas tiens la clé là va te permettre juste de... Alors parfois ça existe, il y a un peu ce genre de choses. Mais parfois ils sont obligés un peu de tricher. C'est-à-dire vous trouvez une personne, elle a la clé sur elle. Je veux dire, vous avez ça dans Doom aussi, la personne a la clé rouge, la clé verte, la clé bleue, etc. Mais vous trouvez pas nécessairement, et ça reprend, vous trouvez pas nécessairement, quand vous trouvez une clé, elle ne débloque pas nécessairement l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous trouviez une manière d'aller à un autre endroit pour débloquer une porte avec la clé en question. Donc là aussi, c'est beaucoup plus intéressant. On n'est pas dans un système où de cause-conséquence directe. On est dans un système
très souvent, pas toujours, mais de cause-conséquence indirecte. Parfois, ils trichent un peu, mais ils essaient de limiter ça au minimum, et ça se sent. C'est-à-dire que on voit qu'un effort a été porté pour ne pas simplifier le jeu. Au contraire, pour faire en sorte que soit vous avez plusieurs routes, et je vais en venir d'ailleurs à cet aspect-là, parce que vous avez des outils qui vous permettent de prendre plusieurs routes, et ça aussi c'est important. Alors, je voulais aussi parler de la narration. Alors, la narration, d'une certaine manière, dans l'ensemble du jeu, je serai très honnête, c'est pas le plus intéressant. Ça passe, hein. Elle fait le job, cette narration, ce n'est pas transcendant non plus. Le twist qui est amené de telle sorte que l'on comprend presque depuis le début ce qui s'est produit. Bref, hein, le reste n'est qu'une suite d'interventions fabriquées pour faire bouger votre personnage d'une zone à une autre, d'une énigme à résoudre à l'autre. Mais on ne connaît jamais vraiment les raisons internes des deux frères à la tête de ce projet pour pousser ce dernier dans un jusqu'au-boutisme dangereux à l'extrême. Donc ouais, les prémices en fait de cette narration, c'est-à-dire le fait que l'environnement choisi, la station orbitale, le fait que ça soit une multinationale, le fait que la recherche et développement n'est pas trop limitée, qu'il n'y a pas de... que les notions d'éthique auxquelles on pourrait penser immédiatement dès lors que l'on se trouve sur la planète ne sont pas évoquées. C'est-à-dire que dans cet environnement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et malheureusement, il se passe un certain nombre de choses que vous n'auriez peut-être pas voulu qu'elles se produisent. On va parler des armes, pouvoirs et autres gadgets, qui sont en fait des gadgets qui vous tiennent en vie, donc c'est pas tant des gadgets que ça finalement, qui me semble absolument primordial d'évoquer en premier. C'est ce qu'on appelle le canon portatif à goût, de la gelée qui se durcifie. Alors je dois avouer que cette trouvaille en termes d'arme, c'est pas vraiment une arme, mais quelque part c'en est une. Cette espèce de mousse liquide au départ et qui se durcifie au contact de l'air, ça vaut, enfin l'ensemble du jeu, très sincèrement, vaut la chandelle juste pour utiliser ce canon portatif qui balance de la mousse polyuréthane à l'état liquide au départ et qui se durcifie. Parce que cette invention vidéoluesque qui a fait date est un truc de génie. D'abord, je n'ai jamais vu ça dans un autre jeu, donc dans ce sens-là, c'était un truc de génie. Donc comme je le disais, c'est un canon portable qui décharge un liquide qui se durcifie au contact de l'air et des différentes surfaces, et qui finalement crée une sorte de boule avec de grosses facettes qui s'attachent à toutes les parois. Ce qui vous permet bien sûr, et c'est dans ce sens-là que je disais qu'il faut réfléchir à la manière d'appréhender un endroit pour savoir de quelle manière vous pouvez vous dissimuler ou progresser de telle manière à ne pas être vu par certaines créatures, ou progresser en dépit des obstacles de la hauteur qui est annoncée, c'est que c'est un pistolet qui vous permet de créer des boules à facettes de polyuréthane qui s'accrochent au mur et cela vous permet de grimper dessus, d'en tirer d'autres et d'atteindre ainsi des endroits totalement inaccessibles sinon. Et clairement, il fallait y penser. Ils ont dû quand même bien se prendre la tête pour faire fonctionner ce joujou plutôt très intelligent. Je dois avouer que sans ça, le jeu ne fonctionne pas. Donc à partir du moment où vous avez cet élément-là, ou alors tous les aspects architecturaux auraient dû être modifiés de manière à ce que le joueur puisse se passer de cette arme-là en question. Mais avec ça, vous êtes capable d'atteindre certaines hauteurs, vous êtes capable de ralentir certains des ennemis qui essayent de vous poursuivre, au moins pendant certains temps. Vous êtes capable de réparer des fuites. Cette arme-là, ce canon-là, c'est un truc je l'ai déjà dit, c'est un truc de génie, mais c'est un truc de génie dans le sens où c'est quelque chose de très créatif que je n'avais pas vu avant et qui a été développé donc pour le jeu en question, Prey. Alors, un autre élément de ce jeu à gérer, et non des moindres, ce sont les néo-mods, alors qui sont justement à l'origine des expérimentations effectuées dans cette station spatiale. Soyons précis et soyons brefs, ce sont des implants que vous vous injectez à partir de votre œil. Ces implants augmentent vos capacités personnelles par incrément. Donc facultés physiologiques, intellectuelles,
psychoactive également, si vous prenez cette route. Tout l'aspect rôlesque du jeu, c'est-à-dire progression, évolution de votre personnage, se base là-dessus. Sans cela, il y a des charges que vous ne pouvez pas soulever, il y a des armes que vous ne pouvez pas utiliser et ou modifier, et bien entendu, un certain nombre de pouvoirs plus exotiques encore auxquels vous n'aurez pas accès sans vous injecter volontairement ces neuromodes. Comme je le disais, tout l'aspect RPG rôlesque se base sur l'acquisition de ces éléments qui sont cachés, éparpillés un peu partout dans la station spatiale, ce qui, bien sûr, vous donne une motivation supplémentaire pour l'explorer peu à peu à la recherche de ce Graal, qu'il soit sain ou infernal. Donc explorer l'environnement est aussi le prétexte, et non des moindres aussi, pour recycler tout un tas de matériaux, parce que vous avez un ensemble de mécanismes de recyclage. Alors, bon, c'est un peu magique hein, dans la station spatiale, mais bon, d'un point de vue pratique, en tout cas, ça vaut la peine, dès lors que vous avez besoin de récupérer et de créer des munitions, par exemple. Donc, vous récupérez des matériaux que vous mettez dans votre inventaire et qui seront traités par une machine adéquate qui vous permet par la suite de produire des munitions, de produire des armes dont vous pouvez avoir besoin au fil de vos découvertes macabres. Parce que si vous êtes seul ou presque dans cette station spatiale, il y a évidemment une bonne raison pour cela, comme je l'ai dit dès le départ. Il faut être très honnête là-dessus, ce jeu est magnifique, dans le sens où il fusionne tout un tas d'influences, qu'elles soient cinématographiques ou vidéoludiques. J'ai pensé à certains bouquins, hein, notamment de science-fiction aussi, pas nécessairement les plus évidents. J'ai pensé à un bouquin de Vernor Vinge, La profondeur du ciel ou Les profondeurs du ciel, où vous vous retrouvez en fait soit dans une station spatiale, soit dans un vaisseau spatial où vous êtes tout seul, vous avez des machines tout autour de vous qui ont pété un câble aussi, et vous devez trouver une manière en fait de les contourner. Donc ça m'a fait penser à ça aussi. Donc, alors le bouquin est assez technique, et puis Werner Vinge est un professeur au MIT, si je me souviens bien, donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas en termes de principes techniques, en tout cas, à évoquer un certain nombre de choses, mais ça m'a fait penser à ça. Alors, il n'y a peut-être absolument aucune corrélation, donc je ne prétends pas savoir. Je tiens juste à dire que j'y ai trouvé un parallèle en tout cas. Mais en effet, il y a des influences cinématographiques, vidéoludiques, donc, que j'ai citées précédemment, que ce soit System Shock, que ce soit Bioshock, que ce soit des jeux de ce type. On se trouve dans un environnement qui n'est pas hostile de prime abord, mais qui peut le devenir très rapidement. Et l'aspect, je dirais, essentiel de ce jeu, c'est que comme tout est artificiel, puisque c'est une station spatiale dans laquelle nous nous trouvons, vous devez adopter une approche logique, rationnelle, mécaniste, afin que tout fonctionne pour vous maintenir en vie. Donc ça signifie désinfecter les lieux, même si ce n'est que provisoire, parce que c'est très souvent ce qui arrive. C'est-à-dire que à un moment donné, vous arrivez à un endroit en particulier, il y a des créatures un peu partout qui se promènent tranquillement, qui font leur ronde, et vous devez les dégommer, ou vous en débarrasser. Et d'ailleurs, vous pouvez recycler leurs matériaux, il faut aussi le savoir. Donc ça vous permet de désinfecter les lieux, refaire des munitions, trouver des clés, trouver des codes d'admission à différents sésames, portes et autres coffres-forts, ce qui vous permet aussi d'engranger, de récupérer en effet du matériel, des ressources, quel que soit le type, afin d'avancer dans le jeu, évidemment, et de découvrir toutes, et vous m'excuserez le terme, toutes les conneries que vous avez pu faire pour en arriver là. Puisque vous êtes un des deux dirigeants de la station en question et que vous faites vous-même passer pour le cobaye. En fait, j'ai presque envie de dire que c'est pas tant le cobaye, c'est la mascotte de Transstar, quoi, qui a décidé de passer dans l'éprouvette et de faire et d'être un sujet de recherche également. Non, je n'ai pas encore fini le jeu, mais je me rapproche doucement vers la fin. Alors, petite précision, il y a 2 DLC qui accompagnent le jeu principal, Moon Crash et un autre auquel je n'ai pas joué, qui n'a pas l'air d'être, hélas, trop recommandé, donc je ne sais pas si la qualité est présente ou pas. Je tenais juste à dire que j'ai joué à Moon Crash et que c'est absolument génial. Donc Moon Crash correspond bien c'est le bon titre et ça correspond bien à ce qui se passe. Vous prenez la place d'un individu avec quelques attributs supplémentaires
votre objectif, partir de la Lune si possible, en un seul morceau. Vous devez répéter cette tâche 5 ou 6 fois avec d'autres personnages totalement différents de votre équipage et qui se sont crashés sur la Lune tout comme vous. Donc vous devez trouver 5 ou 6 itinéraires différents et les moyens de transport adéquats pour votre échappée, qu'elle soit belle ou moche. Et bien sûr, pour réussir, tout le monde doit être intact à la fin, car les différents parcours sont semés d'embûches, les mimics, les fantômes, etc. Donc avec ce jeu, vous avez quand même une aventure globale complète qui prend un certain nombre d'heures. Donc j'en suis à plus de 40 heures sur l'aventure globale, sur le jeu de rôle global. Moon Crash, je l'ai testé qu'une fois, mais j'ai trouvé ça génial. Je sais que je vais y repasser, mais je sais même que je vais... En fait, je pense que le jeu va rester sur le disque parce que je le trouve... Parce que maintenant, comme j'en suis en fait juste à mon premier parcours, juste pour le fun, j'ai envie de l'essayer avec différents types de pouvoirs, etc. Forcément, en fait, tout a été fait pour ça, mais je tenais néanmoins à l'indiquer parce que, en fait, c'est ce qui fait, c'est l'expérimentation et l'exploration qui font le sel de ce jeu. Et Moon Crash est une forme réduite de ça, mais dans un contexte qui peut s'expliquer aussi également et qui vaut parfaitement le coup. Donc voilà globalement tout ce que j'avais à dire de ce jeu, Prey, dont finalement, enfin, le terme, la marque utilisée correspond plus ou moins, c'est évident, mais enfin, c'est en même temps, vous êtes aussi le chasseur, hein, donc vous n'êtes pas tout à fait une proie hein, dans cette histoire-là et dans ce jeu-là. Ils auraient éventuellement pu, mais c'est vrai que c'était bon, c'est catchy, ça fait 4 lettres, donc ça se retient vite. Donc bon, c'est dommage que le jeu n'ait pas eu autant de succès parce que et j'espère que les gens vont continuer à le découvrir parce que ça vaut vraiment la peine si vous voulez jouer à des jeux qui vous prennent pas pour des imbéciles. Que ce soit Prey, que ce soit Dishonored, ce sont des jeux qui valent vraiment le coup pour ça, quoi, parce que vous avez une pléthore d'options qui vous sont offertes, vous avez une manière d'appréhender les environnements qui est variée, et, euh, et on ne vous met pas dans un cul-de-sac mental, quoi, où on vous dit, vous fonctionnez comme ça, et puis vous fonctionnez que comme ça. Non, là, vous avez une véritable variété, et c'est ce qui très clairement vaut la peine d'être exploré, et qui est rafraîchissant, hein. C'est très très rafraîchissant par rapport à d'autres licences, par rapport à d'autres jeux. Je ne veux pas nécessairement faire de comparaison, c'est pas l'objectif, parce que je pense que ce sont des jeux qui se représentent bien et je trouve que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas autant de gens, mais bon, on est tellement... je crois que ces dernières années, on a tous tellement été assommés par tellement de jeux que ce soit... Enfin, peu importe le type de jeu, peu importe le genre, mais ça devient compliqué finalement de... Enfin, ça devient même compliqué de trouver des jeux qui ne sont pas de qualité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que... il n'y a pas des choses qui ne vont pas, hein. Ça veut juste dire que la finition des jeux, enfin, même s'ils sont patchés, même si au départ, quand ils sortent, ils sont pas très bien, donc il y a des tas d'exemples connus, on va pas épiloguer là-dessus, mais il y a vraiment beaucoup trop de jeux, en fait, en ce moment. C'est-à-dire que l'offre d'entertainment globale, à l'heure actuelle, là, je parle plus d'un point de vue business, elle est trop importante. Il y a trop de films, il y a trop de séries, il y a trop de jeux. On peut pas tout voir et il faut pas tout voir, hein. C'est impossible. On est bien entendu obligé de faire des choix, mais quand on fait des choix, on le fait au détriment d'autres œuvres. Je sais pas. Moi, j'apprécierais qu'il y ait une œuvre comme Le Prisonnier. Je demande pas un remake, hein, je précise bien que Le Prisonnier tel qu'il existe à l'heure actuelle est quelque chose de très agréable. Mais par exemple, un truc, enfin, qui n'a rien à voir, donc c'est pas dans le jeu vidéo, mais une série que j'ai pas regardé Silo, et j'ai pas envie de regarder, parce que j'ai vu THX 1138, et que THX 1138 me suffit, c'est raccourci, ça parle pas nécessairement ou totalement de la même chose, mais c'est-à-dire qu'on ne fait pas durer le mystère outre mesure, c'est-à-dire que le film est dans un temps relativement record, un début, un milieu, une fin, et finalement, il n'y a pas besoin de faire ça sur 2 saisons ou 3 saisons. Donc c'est aussi ça l'avantage des films, mine de rien, c'est que
Certains d'entre eux font... je vais parler d'autre chose et vous m'en excuserez, je parle pas de jeux vidéo, mais j'ai vu l'an dernier le film The Killer, donc de David Fincher, pardon, voilà, avec, avec qui vous savez comme acteur principal. Vous m'excuserez si je n'ai pas son nom, dans lequel nous avons pour acteur principal Michael Fassbender. J'ai adoré ce film, je trouve qu'il a un propos qui est relativement clair, qui est relativement précis, qui n'est pas très positif, en effet, et j'ai pu regarder quelques épisodes de The Day of the Jackal, et j'ai trouvé que c'était pas à la hauteur. C'est-à-dire que c'était un ressucé de ce qui avait été fait avec The Killer, mais que ça n'avait pas du tout l'intérêt, le côté concentré, le côté précis. Et en même temps, il y a des couches de compréhension dans The Killer qui sont amenées, alors que dans The Day of the Jackal, c'est délayé au possible, mais ça n'a pas le même intérêt, voire la même précision, voire on se rend compte que il ne s'agit pas d'encenser ce type de métier, c'est évident, mais qu'on a vraiment l'impression dans le film d'être en face de The Killer, d'être en face d'un professionnel qui fait très attention à ce qu'il fait, ce qui n'est absolument pas le cas dans The Day of the Jackal, si on fait attention à ce genre de choses et si on fait des comparaisons. Je dis ça juste, donc je dis ça par rapport à, je compare un film à une série qui certes ne sont pas le même médium, mais je tiens juste à préciser que c'est un peu le problème quand on a trop d'offres. C'est-à-dire que parfois, c'est pas nécessairement ce qui est le plus touffu qui a le plus de qualité. Et je suis pas en train de parler de The Prey en disant qu'il n'est pas de qualité, hein. C'est bien exactement l'inverse, hein. Je pense que c'est un jeu d'une très très grande qualité, mais je pense qu'il est accessible à n'importe qui a envie d'y jouer, que vous ayez 14-15 ans ou que vous ayez 20, 30, 40 ans, 50 ans de plus. Je pense que vous pouvez jouer à ce jeu. Ça vaut vraiment la peine. Mais je pense aussi qu'il y a tellement de concurrence, qu'il y a tellement de jeux qui prennent le pas sur ce type de jeu, que ça devient compliqué étant donné les niveaux de budget qui ont été dépensés à l'époque. Je pense que tout ça va se resserrer dans les mois et les années qui viennent et que on a vu en fait l'explosion des budgets qui a été faite ces 20 dernières années va progressivement se réduire de manière assez drastique, je pense, étant donné les évolutions technologiques. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, en tout cas, je tenais à dire encore une fois au studio Arkane, que ça soit Austin ou que ça soit de Lyon, il est fort possible qu'ils aient participé à ce jeu également, en tout cas de leur dire bravo, parce que ce jeu est exceptionnel. Je connais pas de jeu comme ça, je connais pas d'autres jeux comme ça. Je sais qu'il y a des jeux enfin, il est évident que c'est pas un jeu qui sort de nulle part, qu'il y a d'autres jeux dont il s'inspire, en effet, mais je pense que certaines mécaniques de ce jeu sont très originales. Le canon à goût était excellent. C'était et c'est toujours quelque chose d'excellent. Quelque chose qui n'a pas été reproduit d'ailleurs jusqu'à présent, je pense. Peut-être que je me gourre, mais c'est à vérifier. J'ai pas regardé, j'ai pas cherché à vérifier si ça avait été implémenté ailleurs. Mais ouais, il y a une qualité de finition et de réflexion sur que ce soit sur les personnages antagoniques, sur les antagonistes, sur les personnages qui sont vos ennemis, sur à quoi ils ressemblent, sur quel côté archétypal on peut leur donner, tout en même temps, en faisant en sorte de vous donner des outils qui sont bizarres pour certains à utiliser, mais qui ont clairement leur utilité dans l'environnement dans lequel vous êtes. J'ai trouvé ça génial. Et c'est le moins qu'un jeu puisse faire, et là c'est fait brillamment. Voilà, j'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas, et je vous dis à très bientôt sur le canal de Sagiopod. Au revoir.